Bien, je pense que nous allons peut-être entamer cette session pour éviter de prendre du retard, parce que nous avons un timing un petit peu serré avec des départs, des retours en Grande-Bretagne et en France. Donc, on va essayer de rester fidèle à l'horaire prévu. Mesdames, Messieurs, avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette journée d'études internationales. Que reste-t-il aujourd'hui de l'ironie voltairienne? Nous avons eu l'occasion de le rappeler hier soir lors de la séance inaugurale. L'organisation de ce colloque a été pour le moins compliquée, l'événement ayant dû être reporté, vous le savez, par 2 fois en raison de la crise sanitaire que nous traversons depuis de trop longs mois. Je tiens une fois encore à remercier les collègues qui prendront la parole aujourd'hui devant vous de nous avoir suivis et d'avoir adapté leur agenda au calendrier que nous leur soumettions. Ils ont fait le déplacement depuis la Grande-Bretagne, la France, la Tunisie, pour pouvoir réfléchir avec nous sur une problématique complexe, mais tellement riche d'enseignements. En guise d'introduction, j'aimerais partager avec vous le cheminement qui nous a amenés à choisir le thème de cette rencontre, que vous avez ici illustré par Jean Plantu. Au départ, il y avait bien entendu le souhait de célébrer Voltaire et l'achèvement de cette formidable entreprise que constitue l'édition de ses œuvres complètes par la Voltaire Foundation. Et merci encore à Nicholas Cronk de nous avoir fait partager les temps forts de cette longue aventure dans sa conférence inaugurale hier soir. Il s'agissait pour nous de poursuivre cet hommage en rappelant aux jeunes générations que les Lumières et Voltaire, l'un de ses plus illustres représentants, n'appartiennent pas à un passé révolu. Au contraire, les valeurs qui étaient les leurs doivent plus que jamais demeurer les nôtres. La mobilisation pour les faire entendre et respecter doit se poursuivre pour éviter le confort rassurant des acquis, hélas, trop rarement définitifs. La tiédeur ne peut être de mise lorsqu'il s'agit de garantir les droits fondamentaux et inaliénables. Allait-on parler de ces combats pour imposer la tolérance face aux dérives de tous les fanatismes? Allait-on rappeler son rôle dans l'érection de l'opinion publique comme formidable contre-pouvoir? La tentation était grande, bien sûr, mais il faut bien le reconnaître, nous aurions emprunté un chemin déjà très fréquenté. Rien de vraiment neuf n'aurait pu sortir de nos débats. Nous évoquerons pourtant inévitablement ces questions, elles sont essentielles, indissociables du nom de Voltaire, mais nous les aborderons par un biais plus oblique et, avouons-le, moins consensuel. Le 7 janvier 2015, la France et avec elle tous les hommes libres se réveillaient groggy après le terrible attentat qui venait de coûter la vie aux journalistes et caricaturistes de Charlie Hebdo. Le monde était brutalement confronté à cette redoutable réalité, le respect des droits de l'homme et de la vie, le droit à la parole, à la contestation, le recours à la satire et au rire comme arme contre la barbarie était dangereusement menacé, bafoué en ce début de XXIe siècle dans un pays pourtant laïque et démocratique. Nicholas Cronk nous l'a rappelé hier, le slogan « Je suis Charlie » envahit les rues, les réseaux sociaux, l'opinion se mobilise. En quelques jours à peine, les librairies sont prises d'assaut. Le traité sur la tolérance de Voltaire devient un symbole, un brûlot d'alerte, une revendication citoyenne. Les mânes de Voltaire quittent le Panthéon, où le patriarche repose depuis 1791, pour retrouver l'espace public. Le cri du sang innocent retentit dans les rues de la capitale. Le pourfendeur de l'infâme est appelé à la rescousse. Son rire terrible, auquel s'écroulent les bastilles des tyrans, les temples des pharisiens, pour reprendre les mots de Jules Michelet, avait permis d'ébranler les superstitions et de museler les cagots. Il était temps de s'en souvenir. Et pourtant, depuis le XVIIIe siècle, l'ironie voltairienne en avait dérangé plus d'un. Le hideux sourire de Voltaire, tellement détesté par les romantiques, l'avait transformé en antéchrist peu fréquentable. À la veille du procès des terroristes qui se poursuit en ce moment même et dont on peut lire la chronique quotidienne dans la presse, le journal satirique prit la décision le 2 décembre 2020 de republier les caricatures. Les uns crient au scandale et à la provocation, les autres louent sans réserve le courage de la rédaction.
Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais, déclarait Rhys, devenu directeur de Charlie. La haine qui nous a frappés est toujours là et depuis 2015, elle a pris le temps de muer, de changer d'aspect pour passer inaperçue et poursuivre sans bruit sa croisade impitoyable. » Fin de citation. Ce colloque n'a pas pour objet le blasphème. Il n'a pas pour vocation de revenir à proprement parler sur l'affaire des caricatures, mais il est évident qu'il fait écho à ces tragédies désespérément présentes et sans cesse rejouées. Il y a 1 an à peine, Samuel Paty perdait la vie pour avoir osé lancer à ce propos un débat sur la liberté d'expression avec ses élèves de 4e. La question se pose donc réellement et n'a rien de rhétorique. Que reste-t-il aujourd'hui de l'ironie voltairienne? Ou, formulons-le autrement, le discours de Voltaire serait-il encore audible aujourd'hui à l'heure de la mondialisation et de l'instantané médiatique? C'est ce que nous allons essayer de démêler ensemble en écoutant nos intervenants. En guise de prolégomène à leurs réflexions, j'aimerais juste rappeler quelques évidences en m'adressant plus spécifiquement aux étudiants présents dans la salle. Ferdinand de Saussure, le père de la linguistique structurale, avait l'habitude de comparer la langue à une partie de jeu d'échecs, soumise à des règles qui déterminent le mouvement des pions sur l'échiquier. Leur positionnement détermine le déroulement de la partie. Je détournerai ici quelque peu la métaphore saussurienne, la forémienne, pour parler des codes qui régissent la communication verbale ou non verbale. On a un petit peu abordé cette question avec le secrétaire perpétuel hier. Si elle ne plaisait pas à tout le monde, et c'est un euphémisme, l'ironie voltairienne au XVIIIe siècle était aisément reçue et décodée par les initiés, mais aussi et surtout par ceux qui en étaient les victimes. Le journaliste Fréron n'avait pas besoin d'exégète pour se reconnaître dans l'exécrable Wasple-Frelon, pas de sous-titres requis pour les lecteurs de Candide lorsqu'ils découvraient cette pointe irrésistible, je cite Voltaire, il était décidé par l'université de Coïmbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. Le protestant Jean Ribotte, qui en 1761 écrivait à Voltaire pour essayer de le faire intervenir en faveur du pasteur Rochette, arrêté pour avoir reconnu son appartenance à la RPR, la religion prétendument réformée, comme on l'appelait alors, n'avait pas eu de mal non plus à comprendre le sarcasme. « Je souhaite que vous ayez des confesseurs et point de martyrs. C'est une façon fort ridicule d'aller au ciel par une échelle. » L'humour est grinçant, certes, mais il est efficace. Il décape le réel jusqu'à la trame. Il a un rôle de révélateur au sens photographique du terme. Le rire et le malaise qui l'accompagne parfois, provoqué par l'antiphrase ironique, ce second degré irrésistible qui fait immédiatement reconnaître Voltaire derrière les pseudonymes et les déguisements les plus inattendus, fonctionnait comme une arme incisive, plus redoutable que les meilleurs plaidoyers. Mais voilà, les sociétés ont changé et fort heureusement la parole s'est largement libérée sur notre continent. La censure d'État a officiellement disparu de l'appareil démocratique. Le bagage culturel du lectorat, un lectorat beaucoup plus nombreux et diversifié qu'au XVIIIe siècle, le patrimoine référentiel commun s'est considérablement modifié. La communication de masse est devenue la norme. Le politiquement correct, qui a souvent du mal à trouver l'équilibre entre l'exigence démocratique et la dérive démagogique, n'évite pas toujours le piège de l'autocensure. Aujourd'hui, plus qu'hier, et pour des raisons tout à fait différentes, l'ironie et le second degré dérangent, probablement parce que leur décryptage est devenu hasardeux. Les codes sont brouillés, on a un petit peu perdu le mode d'emploi. Nombreux sont les enseignants qui, comme moi, ont partagé cette expérience. Nos étudiants, et on ne peut pas leur en vouloir, ne sont plus vraiment habitués à questionner les niveaux de langue qui ont tendance à s'uniformiser. La surprise, pour ne pas dire la gêne, les envahit souvent lorsqu'ils lisent des extraits de la correspondance de Flaubert, où l'écrivain abandonne le style ciselé de ses romans pour se livrer avec délectation au stupre voluptueux du vocabulaire le plus cru. La partition des rôles sociaux enferme les discours dans une grille de lecture
bien précise. Les auditeurs, lecteurs, spectateurs ne sont plus vraiment préparés au dérapage contrôlé de la parole. Certains en jouent d'ailleurs avec une malhonnêteté déconcertante, tant la frontière entre l'ironie feinte et le discours authentique sont parfois difficiles à démêler. Les phrases prononcées par Coluche ou Pierre Desproges prennent un tout autre sens lorsqu'elles se retrouvent dans la bouche de leaders d'extrême droite, d'antisémites ou de racistes. Et je pense notamment à la question des petits émojis qui ont été évoqués hier lors du débat entre les caricaturistes pour signaler qu'on est bien face à une pointe ironique. Les brèves de comptoir ressemblent à s'y méprendre aux idées reçues consignées par Flaubert dans son dictionnaire, mais c'est bien le problème, elles énoncent au premier degré, avec une sincérité et une conviction désarmantes, les stupidités que les humoristes et les écrivains entreprennent de déconstruire en les stigmatisant par le rire, le grotesque ou la parodie. Vous l'aurez compris, les enjeux de ce débat sont multiples et il est clair que nous ne parviendrons pas à épuiser la question aujourd'hui. Notre but ici est de nous questionner, d'interroger la postérité de l'ironie voltairienne dans ses dimensions diachroniques. Quelle distance y a-t-il entre le siècle des Lumières et le nôtre? Transculturelle? L'ironie voltairienne est-elle exportable dans d'autres cultures? Ou transmédiale? Quels sont les supports qui peuvent véhiculer le discours ironique? Je vous dois un aveu, et les conférenciers le savent, j'aurais aimé terminer cette journée par une table ronde réunissant des caricaturistes. Les reports successifs nous ont privés de leur regard, mais certains d'entre vous ont peut-être assisté au débat sur le dessin de presse qui devait être jumelé avec notre colloque et qui a eu lieu ici même en mai dernier. Et vous pouvez d'ailleurs le revoir sur le site de l'Académie TV et sur YouTube. Plantu est néanmoins virtuellement à nos côtés, avec la belle illustration qu'il nous a cédée pour l'affiche de cette journée d'études, et encore merci à lui. Peut-être la discussion avec le public nous permettra-t-elle d'y revenir. Nous nous initierons donc aujourd'hui à la traduction de l'ironie dans la bande dessinée avec Laurence Massé. Nous voyagerons dans une autre culture, nous plongerons dans le monde arabe contemporain grâce aux communications de Nicolas Brucker, Willy Sumao, Halima Wanada, Xavier Luffin. Joumana Haddad, qui devait être des nôtres, a malheureusement dû renoncer au voyage en raison de la situation politique particulièrement difficile au Liban, et nous avons aujourd'hui une pensée pour elle. Enfin, nous interrogerons notre société occidentale contemporaine en nous plongeant dans l'actualité européenne avec Patrick McGuinness et l'analyse de discours avec Laurence Rosier. Le programme, vous le voyez, est alléchant. Je m'en voudrais de vous priver plus longtemps du plaisir d'écouter nos conférenciers. Aussi, je passe immédiatement la parole à Catherine Hassett qui va vous présenter nos intervenants et je nous souhaite à tous de fructueux débats. Merci beaucoup. Merci Valérie. Je vais commencer par certaines phrases qui feront écho à des choses qui ont déjà été dites, mais qui, je pense, compléteront aussi notre vision. Et vous le savez, la répétition, la pédagogie est l'art de la répétition. Donc, je vais aussi mettre en pratique cela à certains égards pour nos étudiants. Alors, en janvier 2015, le château de Versailles a sorti de ses réserves un portrait par Nicolas de Largillière. Alors, il ne s'agissait pas de montrer un roi ou une princesse, mais un bourgeois présenté en buste de 3/4, sa longue perruque poudré retombant sur ses épaules. Il est vêtu avec élégance, un gilet de brocart, des dentelles au cou et aux poignets, une veste ornée de nombreux boutons dorés et doublée d'une riche teinte cramoisie. L'homme n'est autre que François-Marie Arouet, dit Voltaire. Alors, le tableau très connu orne des couvertures de livres et figure en illustration dans des manuels scolaires, en tout cas dans le système français. À l'occasion de son accrochage en 2015, il a été exposé dans une pièce quasiment vide qui s'appelle, et je crois que l'ironie aurait sans doute provoqué un sourire narquois chez l'auteur de Candide, la salle du pape. Un cartel en anglais et en français informait les visiteurs de la raison de la présence de ce tableau en ces lieux, hommage aux victimes des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015,
Qu'est-ce que la tolérance? C'est l'apanage de l'humanité, Voltaire. Donc tout cela était sur le cartel, qui donc ne désignait pas simplement le sujet du tableau, mais bien en quelque sorte la raison d'être de ce tableau en ce lieu à ce moment-là. L'ancien historiographe royal, pourfendeur des extrémistes politiques, mais aussi des rois et des religieux, se trouvait ainsi au cœur de l'ancienne résidence des monarques absolus, brandi comme une figure du rassemblement et de l'ouverture, incarnation de cet esprit français dont il avait lui-même salué les saillies en les comparant, vous le savez, à un bouchon de champagne qui saute. Promoteur de la liberté d'expression malmenée en France et au-delà des frontières, Voltaire serait, selon ce cartel donc imaginé par la directrice de l'établissement public de Versailles, le plus emblématique des individus pouvant représenter de telles idées. Parce qu'il y a eu toute une série d'autres portraits également mis en ligne, La Bruyère, Diderot, Rousseau, Beaumarchais, Laclos, etc. Donc un choix dicté par les collections, mais qui réunissait des hommes, que des hommes, et aux trois quarts des hommes du XVIIIe siècle, et tous des écrivains. Il me semble donc que ce que l'on peut lire dans ce choix de la directrice de l'établissement public de Versailles à ce moment de crise, c'est que en temps de crise, le français et l'européen plus largement se tournent vers la littérature pour avoir des réponses. Et pas n'importe quelle littérature, vers la littérature des Lumières. C'est donc bien l'Europe des Lumières qui répond aux situations de crise. Plus que La Fontaine, par exemple, ou Beaumarchais, Voltaire serait susceptible d'être reconnu, du moins de nom, faut-il le croire, par les Japonais ou les Américains qui affluent pour voir le domaine du roi Soleil et le boudoir de la reine Marie-Antoinette. L'évocation de Voltaire ferait sens en France et au-delà, en suscitant des associations d'idées salutaires en des temps troublés et endeuillés, où l'équilibre de la nation, l'équilibre, il faut le dire, de notre culture et de notre civilisation reste menacé. Voltaire devient donc ainsi le délégué d'une certaine idée de la France sur la scène internationale, une France qui se revendique comme patrie des droits de l'homme et donc défenseur des libertés, dont la liberté d'expression. Alors la citation qu'avait retenue Catherine Pégard, la directrice de l'établissement public de Versailles, pour figurer sous le portrait de Voltaire, est extraite du traité sur la tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas. Phrase universaliste dans son propos, incluant l'humanité entière dans ce que nous prenons pour une vertu nécessaire et dont le sens a sans doute changé depuis les Lumières. La tolérance de nos jours n'est pas ce qu'était la tolérance au XVIIIe siècle, ne désigne pas exactement la même chose. Et lorsque ce tableau a été affiché avec cette citation, un deuxième extrait, un peu plus directement en lien avec l'attaque contre les journalistes de Charlie Hebdo à laquelle faisait référence Valérie à l'instant, figurait également sur le site web du château « Soutenons la liberté de la presse, c'est la base de toutes les autres libertés, c'est par là qu'on s'éclaire mutuellement ». Et je crois que ça vaut la peine de méditer cette phrase à un moment où beaucoup de journalistes sont menacés et où notre information passe nécessairement par l'indépendance de la presse. Catherine Pégard, donc la directrice de Versailles, l'avait déjà fait circuler sur son propre compte Twitter. Et la source de cette citation-là est un volume de Voltaire rarement lu, même des spécialistes, mais que certains, dont Nicholas, connaissent bien, les Questions sur les miracles de 1765. Les premières parties de ce qui a démarré comme un ouvrage de circonstance répondaient au genevois David Claparède et à ses considérations sur les miracles de l'Évangile pour servir de réponse aux difficultés de M. Jean-Jacques Rousseau dans sa 3e lettre écrite de la montagne. Et elle répondait par le biais de questions supposées d'un proposant, un jeune théologien en puissance, qui s'interrogeait sur ce qu'on lui demandait de croire et ce qu'il pourrait répondre aux paroissiens. Au cours des 20 lettres, le propos s'infléchit pour tenir compte de questions d'actualité, tout en malmenant les cibles préférées de l'écrivain. Voltaire y déploie les mêmes tactiques que dans son dictionnaire philosophique, paru pour la première fois l'année d'avant, discrédit des miracles et de l'histoire sacrée,
condamnation des excès de toutes les religions qu'il voit comme une manière d'infantiliser l'homme en lui faisant croire des sottises, je cite, « Nous devons être jaloux des droits de notre raison comme de ceux de notre liberté, car plus nous serons des êtres raisonnables, plus nous serons des êtres libres. » C'est dans ce contexte qu'arrive la citation, choisie par Versailles, et devenue décontextualisée, un morceau choisi dans l'arsenal des défenseurs de la presse. L'abus de la parole est une réalité, Voltaire le concède, mais il est certain que ce n'est pas une raison de priver l'individu de la liberté de s'exprimer. Faut-il interdire l'alcool à tous sous prétexte que certains s'enivrent? Fin-t-il de s'interroger en guise de boutade. D'autres portraits, Nicholas le rappelait hier, ont circulé en réponse aux événements tragiques de 2015 et lors de la grande marche républicaine du 11 janvier, des affiches portant le nom et le visage de Voltaire ont été placardées dans Paris sur les arbres et les façades le long du trajet. Comme en ruban de deuil, la phrase sur fond noir « Je suis Charlie » avait été rajoutée en haut à droite. Et la présentation semble illustrer une équation qui avait commencé à circuler sur les réseaux sociaux, et sur Twitter en particulier. Voltaire est Charlie. Et si chacun avait pris le mot dièse en guise de slogan, « Je suis Charlie » qui a fait le tour de la planète, Valérie le rappelait, par la grâce de ces échanges virtuels, et a servi à unir Européens et non-européens, lecteurs ou non du magazine satirique dans leur refus de la violence et leur défense de la liberté d'expression, on peut se demander en quoi il serait important que Voltaire reprenne le message à son compte. Si on comprend aisément les déclinaisons qui ont permis à d'aucuns de s'identifier plus facilement à d'autres slogans de la nébuleuse qui a émergé que celle défendant un périodique dont il n'était pas lecteur, il y a eu des mots dièses ou hashtag « je suis juif »,« je suis Ahmed »,« je suis policier », etc. Mais on peut relever qu'il n'a pas semblé important de prêter le propos unificateur à d'autres grands du passé. On n'a jamais vu hashtag « je suis Diderot » ou hashtag « je suis Zola », par exemple. Or, aussi bien Diderot que Zola auraient des raisons de figurer comme figure de ralliement intellectuel. Au contraire, Voltaire a été mis en avant de manière remarquable, et deux exemples ultérieurs choisis parmi tant d'autres peuvent l'illustrer. Le premier est à chercher dans les photos qui ont circulé du rassemblement tenu dans une petite ville de l'Ain, proche de Genève, Ferney, ou Ferney-Voltaire, comme elle s'appelle maintenant, où vécut longtemps le patriarche. Sa statue et le panneau « Je suis Charlie » étaient rejoints par un crayon, l'autre symbole de ces défilés paisibles. Il venait rappeler que si Voltaire est célèbre encore plus de 300 ans après sa naissance, c'est qu'il l'a été par sa plume, une plume mise au service d'un certain nombre de combats. Le second est l'un des placards portés lors du défilé historique du 11 janvier à Paris. En clin d'œil à la chanson du petit Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo, « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau », vous connaissez tous ça par cœur, eh bien le placard portait l'inscription suivante « Je lis Charlie Hebdo, c'est la faute à Rousseau », signé Voltaire. Le trait d'esprit réinvente un refrain guiré entonné par un gamin de Paris qui n'avait jamais lu les grands écrivains des Lumières. Il rappelle la rivalité entre Voltaire et Rousseau et redit à sa façon ce que certains ont clamé haut et fort à la suite des événements tragiques de janvier 2015, à savoir que Voltaire était donc la figure à chercher comme emblème du ralliement. L'analogie s'est imposée. Nicholas nous a montré hier le dessin de Plantu à la une du Monde, sorti après le rassemblement, qui faisait allusion à l'un des endroits où le cortège s'était déroulé, le boulevard Voltaire à Paris, mais aussi à une importance centrale de la figure du philosophe. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, parce que c'est une image que Nicholas n'a projetée que très brièvement hier, mais observant depuis l'enfer les milliers de manifestants que soutiennent du haut des cieux les victimes munies de crayons, les terroristes s'interrogent « C'est qui Voltaire ?» Implicitement, celui qui pose cette question n'a rien compris. N'a rien compris à la France, mais n'a rien compris non plus à l'esprit des Lumières. En effet, jamais peut-être Voltaire n'a été aussi présent dans le quotidien
des Européens francophones en particulier. Philosophes, écrivains et politiques se réclament de lui. On a ressorti dans la presse des extraits de ses textes, y compris son poème épique La Henriade, que personne ne lisait plus. On a préfacé à la hâte des anthologies. Voltaire est devenu à la fois, et je crois que c'est essentiel, un exemple et un enjeu. Ce sont deux choses différentes et complémentaires, me semble-t-il. Parmi les articles publiés par Le Monde des Livres le 16 janvier, dans un dossier de réponse des écrivains face à la terreur, Antoine Compagnon donnait à son propos un titre qui a valeur d'aphorisme, une phrase de Sébastien Castellion: « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme ». Et ça, je crois que dans le souvenir de Samuel Paty, on peut le répéter. Voltaire aurait mieux compris cela que quiconque. Et comment Antoine Compagnon terminait-il intitulait-il son article « Le rire et la tolérance » avec Rabelais, Montaigne, Voltaire. Et ce rire et cette tolérance qui vont de pair sont donc emblèmes de notre culture occidentale. Et je terminerai en rappelant un des épisodes du cortège qui a escorté Voltaire, ou la dépouille de Voltaire au Panthéon sous la Révolution, cortège auquel faisait référence Nicholas hier. Donc Nicholas nous a rappelé que le quai Voltaire avait été baptisé par le marquis de Villette parce que c'était la maison dans laquelle est mort Voltaire. Et les Villette avaient fait prélever le cœur de Voltaire. Il y a eu toute une série de péripéties autour du cœur de Voltaire. C'est comme les reliques des saints ou des membres de famille royale. Et ils avaient gardé le cœur de Voltaire. Et donc en passant devant l'hôtel des Villette, donc les membres du cortège pouvaient voir une bannière qui disait son cœur est ici, mais son esprit est partout. Alors espérons que l'esprit de Voltaire sera bien partout et que ce colloque contribue, grâce à nos orateurs, justement à répandre cet esprit de Voltaire par l'ironie et dans la tolérance. Merci. J'ai donc le plaisir d'inviter donc à s'approcher alors le premier ou les premiers orateurs. Vous parlez séparément ? Nous parlons séparément, mais nous allons parler côte à côte. Très bien. Alors je vais commencer par le premier, dans ce cas-là, qui est mon collègue Nicolas Brucker, que je connais depuis fort longtemps, puisque nous avons tous les deux préparé notre thèse sous la direction de Sylvain Menant à la Sorbonne, et nous avons longtemps été collègues en Lorraine. Alors Nicolas est extrêmement connu des spécialistes du XVIIIe siècle, en particulier parce qu'il fait partie des gens qui ont cherché à montrer qu'il pouvait y avoir dans la tradition française une forme de lumière chrétienne, dont on a peu parlé et qui s'oppose à la vision traditionnelle un peu en bloc des Lumières à la française. Les Lumières ne sont pas forcément anticléricales, c'est ce qu'a essayé de montrer Nicolas dans un certain nombre de travaux, dont les premiers sur l'abbé Gérard et le comte de Valmont. Mais aujourd'hui, il nous étonne tous, en tout cas moi, il m'étonne énormément, en prenant la parole à propos d'un héritage de Voltaire en Algérie par un écrivain important, contemporain, que certains d'entre vous auront lu, Boualem Sansal. Donc sans plus attendre, c'est lui que vous voulez entendre et pas moi. Présenter M. Souno, parce que c'est d'abord lui qui va introduire. Ensuite, d'accord, pardon, c'est pour ça que je demandais. C'est pour ça. D'accord, c'est pour ça que je demandais. Donc et Willy Soumarou, donc qui va venir rejoindre donc son directeur de thèse, puisque nous avons le grand bonheur, et j'encourage les étudiants qui sont dans la salle à prendre exemple sur Willy et lorsqu'ils sont en thèse, justement, à trouver des occasions de présenter leurs travaux. Alors, c'est votre première intervention à colloque, n'est-ce pas? Donc, nous sommes particulièrement heureux d'avoir donc la chance de vous entendre sur un sujet que vous connaissez, je pense, mieux que quiconque dans la salle. Donc, c'est un moment de réjouissance pour vous, mais aussi pour nous. Donc, merci à vous.
Bonjour à tous. Avant de commencer mon propos, je tiens à remercier l'Académie royale de Belgique et Madame Valérie André pour l'opportunité et l'occasion qu'ils nous donnent de présenter aujourd'hui une partie de mes travaux et donc de pouvoir parler de Voltaire et plus précisément de son héritage, sinon d'un de ses héritiers que nous retrouvons en Algérie. Alors, la sémantique française réserve au mot ironie une sous-catégorie. On parle ainsi d'ironie voltairienne. Cependant, connaît-on d'autres types d'ironie? Par exemple, parlons-nous d'ironie proustienne, parlons-nous d'ironie sartrienne ou encore d'ironie houellebecquienne, comme nous parlons d'ironie voltairienne? Comment expliquer que Voltaire ait à ce point imprimé sa marque sur ce procédé de style au point de s'identifier tout en entier? Que resterait-il de Voltaire dans la culture contemporaine, abstraction faite de l'ironie? Le durable succès du conte philosophique, sa popularité planétaire, son acculturation dans la société, par l'école, figurent parmi les explications du phénomène. Mais cependant, il y a une autre explication à cela, qui tient à la fortune d'un genre que Voltaire lui-même n'a que peu illustré, la dystopie. L'histoire de la dystopie trouve ses racines modernes chez un autre auteur du XVIIIe siècle, mais sur le versant britannique, en la personne de Jonathan Swift, avec son humour noir si particulier et ses sujets foncièrement politiques qui a préparé les deux grandes familles de dystopie contemporaines, à savoir la dystopie de type totalitaire que l'on retrouve chez George Orwell et la dystopie de type eudémoniste que l'on retrouve chez Aldous Huxley. Par un fait de réception à la fois curieux et commun, ce type de littérature se trouve connecté dans l'espace culturel français avec la figure de Voltaire. Pour preuve, le discours médiatique que l'apparition de cette catégorie d'ouvrages ne manque de susciter, avec les appellations de contes philosophiques ou encore de contes voltairiens, le prouve. Nous donnerons ainsi dans cette communication des exemples sur les marqueurs d'ironie voltairienne que l'on retrouve chez l'auteur Boualem Sansal. Force est cependant de constater le décalage entre un discours promotionnel ou journalistique qui cherche dans la culture du lecteur, sinon de l'acheteur potentiel, des termes de référence et la réalité de l'œuvre dans son intertexte et dans son positionnement idéologique. Le cas que nous allons étudier dès à présent, 2084 de Boualem Sansal, fait très explicitement référence à Orwell et à la dystopie de type totalitaire. Mais alors que chez Orwell, la dystopie est stalinienne, Boualem Sansal, lui, décide de donner à sa dystopie un visage religieux. Écrivain algérien. Alors, je vais tout petit, avant que vous attaquiez allié au cœur des choses, je vais reprendre un tout petit peu la parole, d'abord pour me joindre aux remerciements qui ont été exprimés envers les organisateurs, puis pour dire deux choses. D'abord que le sujet qui est présenté ici est bien l'idée originale de M. Soumao, donc mon doctorant. Deuxièmement, que c'est un sous-chapitre de sa thèse qui s'intitule « De la promotion Voltaire à Charlie Hebdo » entre 1980 et 2015, présence de Voltaire dans la société et dans les textes, ère française et francophone, et que donc cette communication que nous avons conçue ensemble s'articule en deux volets, l'un qui concerne une analyse textuelle dont va s'occuper M. Soumao, et pour ma part une approche plus contextuelle touchant la réception. Donc, comme mon directeur de thèse vient de le signaler, je vais m'attaquer uniquement à l'analyse textuelle. Et c'est ce que nous allons dès à présent commencer.
Mais avant de commencer l'analyse stylistique, je tiens à faire un petit résumé du roman de Boualem Sansal, 2084. Alors, 2084 de Boualem Sansal, c'est un roman, c'est l'histoire de l'Abistan. L'Abistan qui est un pays imaginaire, totalitaire, théocratique, qui tire son nom d'Abi. Abi, c'est le représentant unique de Yola. Je vous mets quelques mots-clés en PowerPoint pour que vous sachiez un peu le nom et des personnages et de qui je parlerai. Donc, je disais Abi, qui est le représentant unique de Yola, Yola sur Terre. Et l'Abistan est un pays qui est soumis à la volonté, à la féroce volonté divine d'un Dieu que l'on prie une dizaine de fois par jour. 2084, c'est donc l'histoire d'un régime totalitaire où il est interdit de penser librement sous peine de châtiment physique en public, voire de peine de mort. Mais 2084, c'est également l'histoire de Hati, le héros principal du roman, qui se découvre à sa propre conscience et qui décide d'aller contre les interdictions, contre les absurdités de l'Abistan. Nous allons donc commencer par notre première analyse textuelle et en citant l'épigraphe du roman de Boualem Sansal. Dans son épigraphe, Boualem Sansal écrit « La religion fait peut-être aimer Dieu, mais rien n'est plus fort qu'elle pour faire détester l'homme et haïr l'humanité. » Le passage susmentionné fait écho directement à celui de Voltaire que nous retrouvons dans son traité sur la tolérance et où il écrit « La religion forcée n'est plus religion, il faut persuader et non contraindre. La religion ne se commande point. » Nous allons également relever l'occurrence et la récurrence du vocable saint que nous retrouvons dans le roman de Boualem Sansal, tout comme chez Voltaire, longtemps avant lui. Les mots saints, sous la plume de Boualem Sansal et de Voltaire, indiquent la nature malveillante de la religion des hommes, confirmant ainsi le caractère connoté du dogme religieux chez les deux auteurs. Ainsi, nous citerons un bref passage du roman de Sansal où il est mentionné « De même, nul n'a jamais pensé que la guerre sainte poursuivait le même but, transformer d'inutiles et misérables croyants en glorieux et profitables martyrs. » Boualem Sansal écrit également « Dans le regard absent des orants brillait la même douce et vibrante lumière de l'acceptation. Elle ne les quittait jamais. Acceptation, Gagpoul en abilangue, était d'ailleurs le nom de la sainte religion de l'Abistan. C'était aussi le titre du saint livre dans lequel Abi avait consigné ses divins enseignements. Sansal écrit également « Comment, sans la sainte ignorance et la mise en apathie totale des cerveaux, aurait-on convaincu ces pauvres peuples qu'avant la naissance de l'Abistan, il n'y avait que l'univers incréé et inconnaissable de Yola. » Les passages que je viens de citer, nous les retrouvons directement dans les œuvres de Voltaire, toujours dans son traité sur la tolérance. Et je vais vous citer des passages alors que nous retrouvons dans le traité sur la tolérance de Voltaire qui font directement écho aux extraits de textes que je vous ai lus précédemment. Voltaire écrit « On disait que la Providence amenait elle-même ses victimes pour être sacrifiées à notre sainte religion. » Nous observons que Voltaire emploie, tout comme Sansal, le mot « sainte » lorsqu'il parle de religion, lorsqu'il parle de livres, notamment la Bible. Mais à chaque fois que Voltaire utilise le vocable « saint »,
c'est vraiment pour faire preuve d'ironie, pour dire que la religion, tout comme le livre sur lequel elle s'appuie, n'a rien de saint. Voltaire, toujours dans son traité sur la tolérance, en son chapitre 24, parlant d'un homme qui faisait imprimer un petit code de persécution intitulé « L'accord de la religion et de l'inhumanité », Voltaire qualifiera à plusieurs reprises le dit texte de « saint libellé » et son auteur de « saint auteur ». Les marqueurs de l'ironie parcourent l'entièreté du texte de Sensal qui n'est jamais bien loin de Voltaire. Là, je vous ai mis un PowerPoint où nous retrouvons une citation, du moins un extrait de texte que nous retrouvons dans le roman de Boualem Sansal, où il est écrit « Sa foi s'en trouverait renforcée, renouvelée. Ce n'est pas la cruauté qui l'inspirait, ni aucun vil sentiment. Il croyait simplement qu'à Yola, l'homme devait offrir le meilleur dans la sagesse autant que dans la folie. Dieu est ardent, vivre pour lui est exaltant. » Dans cet extrait, nous voyons toute l'ironie voltairienne, encore une fois, que Boualem Sansal, dont s'inspire Boualem Sansal, lorsque Boualem Sansal dit que Dieu est ardent et que vivre pour lui est exaltant. Boualem Sansal pense tout le contraire en réalité. Pour lui, Dieu n'est qu'une abomination. Il est ardent parce qu'au nom de Dieu, les hommes s'entretuent et les hommes continuent à créer des guerres, à créer des disputes et à se brûler. Et lorsqu'il dit que vivre pour lui est exaltant, c'est-à-dire que les hommes, au nom de Dieu, ne reculent devant rien. Et que malheureusement, encore une fois, le discours de Voltaire est bien moderne, c'est-à-dire autant au XVIIIe siècle qu'en 2015, qu'en 2021, vivre pour Dieu est exaltant. Et là, Boualem Sansal fait directement référence aux terroristes qui n'hésitent pas à tuer des innocents, à enlever des vies humaines au nom de Dieu. Je vais vous citer un autre extrait où le recours à l'ironie par Boualem Sansal qui expose de façon crue la croyance partagée en un contrôle du temps, de l'espace, des consciences et des pensées. Dans cet extrait que je vais vous citer, Boualem Sansal met en exergue l'absurdité de la situation en habitant et montre alors là toute l'efficacité de l'ironie voltairienne. Je cite : « Le présent est éternel, aujourd'hui est toujours là. Le temps en entier tient dans la main de Yola. Il sait les choses, il décide de leur signification et instruit qui il veut. L'affaire était ainsi simple et compliquée à la fois, sans jamais être absurde. » Dans cet extrait, on se rend bien compte qu'encore une fois, que Boualem Sansal se moque de Dieu et des hommes qui prétendent parler au nom de Dieu. Boualem Sansal montre la complexité de la religion tout en disant que la religion est simple et compliquée à la fois, sans jamais être absurde. Ici, l'oxymore doublé de l'antiphrase expose le dogme en laissant voir son envers, à savoir le doute salutaire de la pensée critique. Si le combat est analogue, les armes ont quelques ressemblances, même si l'usage de l'ironie diffère quant au procédé et à l'effet produit. La satire des pratiques religieuses de l'Abistan fait signe directement vers l'islam. Comme en témoigne cet autre extrait que je vais vous lire et qui fait référence au Hajj, sur la question du début et de la fin du pèlerinage. Je cite : « Il ajoutait comme une menace voilée, le grand commandeur a exprimé sa conviction de voir enfin cesser les sempiternelles disputes des grands Mokbi. » Je reprends, excusez-moi. Le grand commandeur a exprimé sa conviction de voir enfin cesser les sempiternelles disputes des grands Mokbi,
des provinces à propos des heures de début et de fin de la semaine sacrée du Siam. Le Siam, c'est une référence au pèlerinage des musulmans. Menace sans effet car le livre d'Abi était lui-même très vague sur le sujet et imposait au demeurant l'observation visuelle de la lune, méthode par nature, sujette à erreur, étant en plus dévolue à de vénérables Mokbi, aussi myopes à la lumière du jour que sourds à toute démonstration. On disait par là qu'ils étaient têtus comme des pierres, on se voulait respectueux, on donnait seulement à entendre que les pierres étaient plus raisonnables qu'eux. Dans ce passage que je viens de vous lire, Boualem Sansal se moque des Mokbi qu'il dit être têtus comme des pierres, tout en disant que dire qu'ils étaient têtus comme des pierres, ce n'est pas leur manquer de respect, c'est juste dire que les pierres sont plus raisonnables que les Mokbi. Et comme vous voyez dans le PowerPoint que je vous présente, les Mokbi, c'est une analogie des imams aujourd'hui dans la culture musulmane. Et comme vous l'aurez constaté sans doute, Boualem Sansal n'utilise jamais des termes propres à la religion musulmane. Il fait toujours des allusions, des analogies, sans jamais nommer directement ceux dont il parle, sans jamais directement nommer la religion qu'il attaque. Et ce procédé nous a fait vraiment penser à un autre ouvrage de Voltaire, avec son Mahomet, où Voltaire attaque directement la religion catholique, sans jamais la nommer. Il utilise la religion musulmane pour pouvoir taper sur la religion catholique. Et en l'occurrence, Boualem Sansal utilise le même procédé. Il attaque la religion musulmane sans jamais la nommer. Et on assiste dans le roman de Boualem Sansal à un renversement sémantique qui conduit à un renversement ironique. C'est-à-dire que Boualem Sansal, en ne mentionnant jamais directement qui il attaque, avec toujours un petit humour noir, fait directement écho à Voltaire et à sa pensée. Et donc nous comprenons que sous la plume de Boualem Sansal, les Mokbi, donc les imams, n'ont rien de vénérable en fait. Lorsque Boualem Sansal dit qu'ils sont têtus comme des pierres, on se rend bien compte que l'imam qui est la haute autorité de la religion musulmane n'a rien de vénérable. Donc là encore, nous voyons une marque d'ironie. Pensée critique dirigée contre l'islam et le Coran, et plus largement contre l'intégrisme religieux et la superstition à l'origine de nombreuses guerres, Boualem Sansal va à plusieurs reprises fustiger le Kaboul, et on se rend bien compte que Voltaire, bien avant lui, fustigeait déjà la religion et les saintes écritures, notamment la religion catholique, lesquels donc semblent partager l'idée commune selon laquelle les origines de la haine, de la superstition et du fanatisme, de l'intolérance religieuse trouvent leur naissance dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, encore une fois, qui sont illustrées par le Kaboul dans le roman de Boualem Sansal. Et de facto, par leur complexité, celles-ci permettent la manipulation de l'esprit des croyants. Et si la superstition est la fille très folle d'une mère très sage, comme l'a écrit Voltaire pour décrire le lien filial entre la religion et la superstition, Sansal l'affirme avec force à travers la métaphore du Kaboul. Le procédé de Sansal semble s'inspirer directement de celui de Voltaire et de son Mahomet. Dans ce dernier, Voltaire attaque avec véhémence le christianisme et l'Église catholique sans jamais le mentionner. Donc, c'est ce que je vous disais précédemment. En procédant ainsi par métaphore, Sansal dénonce sans jamais se compromettre directement. Comparaison, métaphore, métonymie, ironie ou antiphrase, Sansal se révèle être un digne héritier vivant de Voltaire. Et comme le temps qui m'est donné n'est pas très long, je vais très rapidement aller vers vous donner... Voilà. Bon, mon directeur de thèse vient de me donner 2 minutes.
donc je vais tâcher de faire très vite en vous citant un dernier bref passage du roman de Boualem Sansal 2084 qui fait encore une fois référence directement à un des ouvrages de Voltaire. Vraiment, avec cette communication, j'essaye de vous présenter les similitudes techniques, textuelles et idéologiques que nous retrouvons entre les deux auteurs. Donc, je vais vous citer un dernier extrait du roman de Boualem Sansal, donc qui fait directement écho à un texte de Voltaire. L'extrait que je vais vous citer est... Je ne vais pas gâcher la surprise, je vais vous le citer et ensuite je vous dirai à quoi il renvoie directement. Alors, l'extrait que je vais vous citer, c'est un échange entre Pangloss et l'homme de l'Inquisition que nous retrouvons dans Candide. Donc c'est un extrait de Candide que je vais vous citer ici. Donc Candide, roman de Voltaire. Conte philosophique de Voltaire, autant pour moi. Un petit homme noir, familier de l'Inquisition, lequel était à côté de lui, prit la parole et dit « Apparemment que monsieur ne croit pas au péché originel. Car si tout est au mieux, il n'y a donc eu ni chute, ni punition. » « Je demande très humblement pardon à votre Excellence, répondit Pangloss encore plus poliment. Car la chute de l'homme et la malédiction entraient nécessairement dans le meilleur des mondes possibles. Monsieur ne croit donc pas à la liberté, dit le familier. Votre Excellence m'excusera, dit Pangloss. La liberté peut substituer avec la nécessité absolue, car il est nécessaire que nous fussions libres, car enfin, la volonté déterminée. 3 points de suspension. Pangloss était au milieu de sa phrase quand le familier fit un signe de tête à son estafier qui lui servait à boire du vin de Porto ou d'Oporto. Cette citation est tirée directement de Candide, donc conte philosophique de Voltaire. Et après l'échange entre Pangloss et l'homme de l'Inquisition emprisonna Pangloss et Candide, l'un pour avoir parlé et l'autre pour avoir écouté avec l'air d'acquiescer. Ils furent ensuite mis en procession précédant un auto-da-fé censé empêcher de nouveaux tremblements de terre à Lisbonne. À présent, je vais vous citer l'extrait de texte de Sansal qui fait directement écho à cet extrait que je viens de vous lire. Sansal écrit « Étudier renforce la foi. Penses-tu que l'on peut aussi le faire pour se donner des raisons de dénigrer la foi ? Celui qui se rapproche de son idole le fait-il pour l'aimer davantage ou pour le caresser et l'abattre traîtreusement ? Ati, le héros, répond « Maître, je ne peux croire que pareils gens existent. Le Kaboul est une lumière qui éclipse le soleil le plus ardent. Aucun mensonge ne peut se cacher d'elle, aucun artifice ne peut l'éteindre. » Le recteur répond « Tes amis et tes collègues pensent-ils la même chose ?» Ati, le héros, répond « J'en suis sûr, maître. Je vois chaque jour qu'ils sont de vrais croyants, heureux de vivre dans la voie et élevant leurs enfants selon les principes du Saint Kaboul. Je suis fier de leur compagnie. » Réponds par un oui ou par un non, rappela le président. Oui. Explique un peu. Lui infligerais-tu le juste châtiment s'il était confondu par un juge? Vous voulez dire le tuer, répond Ati. J'entends bien cela, le punir. Oui, répond Ati. Tu as hésité, pourquoi? Je vais m'arrêter là pour cet extrait. Alors, après donc cette analyse d'un certain nombre de marqueurs linguistiques par lesquels on a bien compris que l'ironie voltairienne se retrouve ponctuellement, ça et là, dans le texte de Sansal, je voudrais
passer à une approche plus contextuelle touchant la réception. Et notamment, l'un des points qui nous a orientés vers ce sujet, c'est la dénomination, la manière dont les médias dénomment Boualem Sansal comme un Voltaire algérien. Donc là, c'est plutôt sur ce discours médiatique que je voudrais à présent m'attarder avec vous. En mai 2016, ainsi, Ouest France, le journal français, reçoit l'écrivain, publie un entretien titré « Boualem Sansal, le Voltaire algérien ». Mais cette appellation avait été donnée quelques mois plus tôt à Saïd Djabelkir, journaliste et philosophe, promoteur d'un islam moderne et fondateur du Club des Lumières, Moutaka al-Anwar, par Amin Zawi, le journaliste du quotidien algérien francophone Liberté. Un peu plus tard, Arab Kenouch, dans Algérie patriotique, en 2017, qualifie à son tour Sansal, mais également Yasmina Khadra et Kamel Daoud, de nouveau Voltaire. Et donc l'expression est dans l'air à cette époque, et des deux côtés de la Méditerranée. Et c'est là-dessus que je voudrais un tout petit peu insister. Elle sert à désigner une pensée contestataire de l'ordre établi, à la fois critique des abus et ouvrant par la raison à de possibles réformes. Et des journalistes, dont français et algériens, s'emparent de cette référence, puisée dans leur culture scolaire et universitaire, pour désigner cette nécessité d'un combat à mener, cette urgence, pour mener ce combat d'une voix forte, d'une voix courageuse et singulière. S'agit-il du même combat de part et d'autre de la Méditerranée? Sans doute non. D'un côté, une révolution nationale pacifique pour l'Algérie, pour la France et les pays d'Europe, la préservation d'un certain nombre d'acquis et des libertés publiques, individuelles, qu'on sent largement menacées. Et il faut être attentif aux dates. Ça, vous ne l'avez pas suffisamment dit, mais 2084 paraît à la fin du mois d'août 2015, donc juste avant la rentrée littéraire, parce que c'est un des ouvrages auquel on prédit le plus brillant avenir pour la période des prix, dans laquelle nous sommes actuellement au mois de novembre. Et c'est-à-dire, donc, Catherine Hassett l'a rappelé, on est entre deux vagues d'attentats, celle de janvier 2015 et puis celle de novembre, tant en France qu'à Bruxelles d'ailleurs. Donc l'interview de Ouest France à laquelle je faisais allusion retentit du choc de ces événements. Et Voltaire, dans ce contexte, apparaît comme l'icône de la lutte contre l'obscurantisme. Mais cela ne date pas, en fait, de 2015, ni de 2016. Il faut remonter à 2006. Il faut remonter à la republication dans Charlie Hebdo des caricatures initialement publiées dans le quotidien danois Morgenavisen Jyllands-Posten. Et c'est de cette republication en février 2006, que date et le procès et la polémique qui s'en suivit, donc qui a mis en cause le journal et son directeur Philippe Val, que date l'émergence de Voltaire comme la figure qui doit être le pare-feu de toute mise en cause des libertés et des libertés d'expression, s'agissant des journalistes particulièrement. En effet, Philippe Val, donc le directeur de Charlie Hebdo, est à la recherche de caution philosophique dans ce contexte très polémique. Et c'est Voltaire, mais là encore, c'est parce que c'est sa culture, sa formation, l'école, l'université française, et Catherine Hassett l'a très bien dit, on se tourne vers les Lumières, mais spontanément en temps de crise, et c'est ce qu'il fait dans un livre qu'il publie au terme de la procédure judiciaire et de la relaxe qu'il obtient en 2008, il publie « Revient Voltaire, ils sont devenus fous ». C'est un ouvrage un peu touffu, dans lequel il aborde plusieurs sujets. Il revient sur l'affaire des caricatures, il règle ses comptes avec un certain nombre d'adversaires, mais il rappelle les principes qui fondent la liberté d'expression dans une démocratie, s'agissant particulièrement des sujets religieux. Donc on est vraiment sur cette question, sur ce terrain-là particulièrement. Et il insiste sur l'attitude extrêmement ambiguë des pouvoirs publics, des autorités françaises, à commencer par le Premier ministre de l'époque, et le ministre de l'Intérieur de l'époque aussi. Il dénonce la folie
dont les Français sont victimes à cette époque-là, et à partir de quoi il prédit toutes sortes de conséquences désastreuses qui, malheureusement, vont se réaliser. C'est de cette époque que date donc dans le journal, et c'est un sujet sur lequel travaille M. Soumao, c'est-à-dire les caricatures dans Charlie Hebdo, la présence de Voltaire dans le dessin, et cette phrase qui revient comme une scie constamment: je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Citation apocryphe. Nous le savons, mais à la limite, peu importe. Enfin, c'est pas forcément le sujet. Donc ce slogan, qui revient de cette période de 2008, donc voilà, jusqu'à maintenant, j'imagine, défend l'idée que dans une démocratie, on doit pouvoir tout dire. Et qu'il est de la responsabilité des directeurs de rédaction responsables de défendre ce droit. Et qu'il est de la responsabilité de l'État de garantir ce droit au plus haut niveau. Donc la réception de 2084, donc pour revenir à ce sujet, et je ne vais pas être long, se trouve au point d'intersection de deux sphères médiatico-culturelles, et ça c'est tout à fait passionnant. L'une algérienne, où la figure de Voltaire, appelant des lumières universelles, un humanisme au fond, se trouve transposée au monde arabo-musulman et cautionne la révolution nationale que certains appellent de leur vœu. Et puis l'autre française, où Voltaire est le garant des principes d'une liberté d'expression qui semble acquise, mais qui est malgré tout largement menacée, et notamment sur ce sujet sensible de la religion. Deux lectures de l'œuvre sont à partir de là possibles, et qui tous deux invoquent les Lumières, et Voltaire, mais dans des contextes et dans des enjeux différents, dont la convergence n'est pas du tout acquise. Boualem Sansal, dans les nombreux entretiens, parce qu'il se prête énormément aux médias, aux entretiens, et il aime ça visiblement, mais il se prête à ce jeu qui consiste à l'identifier aux auteurs du XVIIIe siècle, aux Lumières, et il le fait d'autant plus facilement que son éditeur, Jean-Marie Laclaftine, a, dès l'origine, c'est lui qui l'a découvert, avec le Serment des barbares en 1999, et dès l'origine, il en a fait un symbole des Lumières, un symbole des Lumières algériennes. Donc c'est un parti pris de l'éditeur qui a orienté très largement le discours de promotion de son œuvre, à tel point qu'en 2016, pour la réédition des romans de l'écrivain dans la collection Quarto de Gallimard, on lit cette phrase: dès son premier roman, Boualem Sansal a imposé la puissance d'une littérature écrite, je cite, à la lumière des Lumières, portée par le miracle d'une langue réinventée, etc. Évidemment, ce discours est encouragé par le contexte ambiant et cette présence très, très, très frappante de Voltaire dans les médias. Le contexte nouveau de 2015 agit, on le voit, si fortement qu'il jette sur l'œuvre antérieure de l'écrivain, et ça c'est un cas assez classique finalement de réception, une lumière nouvelle, et de telle sorte qu'on est amené à reconsidérer, à relire l'œuvre antérieure à la lumière des événements ultérieurs. Et le Serment des barbares pourrait ainsi tout à fait être lu comme une anticipation de 2084, ce qui est décrit, qui se passe dans une petite ville d'Algérie, Rouiba, qui est livrée au chaos absolu, semble être un avant-goût de l'Abystan de 2084, à partir du moment où les barbares, qui agissent alors dans cette décennie noire, auraient gagné et converti l'ensemble du monde libre à leurs idées. Et dès lors, les 20 années qui suivent, les années Bouteflika, font l'objet finalement du même diagnostic et des mêmes conclusions. Dans la lettre qui vient de paraître le mois dernier, lettre d'amitié, de respect, de mise en garde au peuple et aux nations de la terre, Boualem Sansal identifie ce qu'il appelle les destructeurs. Alors, il en cite plusieurs, mais il cite la religion, bien entendu, parmi ces destructeurs, agents de dégradation des démocraties et des libertés, et il définit son rôle d'écrivain comme un lanceur d'alerte, qui, je cite, ne cherche pas à plaire, et entend au contraire frapper les esprits endormis et faire enrager bien pensants et monopensants. Et définit la littérature comme un combat. Donc
là encore, on est dans une certaine veine. Voilà. Alors, et j'en finirai par là, il ne faudrait pas croire que cette identification à Voltaire et que cette identification aux Lumières fasse consensus, et notamment en Algérie, elle soulève un certain nombre d'interrogations, voire de critiques. Et je pense à la critique de Rachid Boudjedra en 2017 dans Les Contrebandiers de l'Histoire, un pamphlet qui attaque, mais il attaque tout le monde, en fait, de façon indistincte, tous les écrivains algériens, et particulièrement Sansal, à qui il adresse un certain nombre de reproches de complicité avec le pouvoir et de trahison de la mémoire et de l'histoire nationale. Et donc, pour finir, la question se pose de l'héritage postcolonial. Indiscutablement, la France, en passant par l'Algérie, a laissé en héritage à l'Algérie et aux élites algériennes, aux gens instruits, elle a laissé Voltaire, elle a laissé les Lumières, comme une référence disponible. Vous voyez ? Et cette figure, presque devenue une marque, est si bien assimilée par ces élites qu'elle devient réutilisable à souhait. Il y aurait alors, de même qu'il y a une conception transhistorique des Lumières, un Voltaire soustrait à son époque, à la contingence des faits. Pour autant, être Voltaire en Algérie ou en France, est-ce la même chose ? Est-ce la même chose ? Je ne crois pas. De même que les lettres philosophiques de Voltaire, et Nicolas Crank l'a bien montré, quand elles sont parues à Londres en anglais, quand elles sont parues chez Jor à Rouen en français, n'ont pas été lues de la même manière. De même, un livre publié chez un éditeur à Alger, chez un éditeur à Paris, n'est pas lu de la même manière. Mais Boualem Sansal a fait le choix d'être publié à Paris et chez Gallimard. Et il est censuré en Algérie. À partir de là, se serait-il adressé au mauvais public ? Aurait-il fait le mauvais choix ? C'est la question qu'on peut se poser. Peut-on prétendre parler simultanément à deux peuples qui entretiennent l'un avec l'autre des relations si compliquées ? Ou alors l'écrivain serait-il tombé dans le piège de l'hégémonie culturelle française, dont il est souvent question, hégémonie qui, rapatriant toute réalité étrangère dans la sphère du connu, de ses références à elle, aurait cherché à retrouver dans son œuvre des traces de sa propre histoire. Ici, l'Abistan, et j'en finis par là, logeait virtuellement dans chaque nation. Ici, l'Abistan était la négation de l'autre, au fond, d'autant plus insidieuse qu'elle se drape dans un discours humaniste, un peu lénifiant, à prétention universelle, très politiquement correct. Cette négation serait probablement la menace plus réelle que le danger d'une religion, possiblement, mais possiblement conquérante ou hégémonique. Ça, c'est encore à voir. Et être Voltaire en Algérie, ce serait, pour finir, d'abord s'interroger sur le sens de cette étiquette et sur la manière dont elle est appliquée, et la résistance à la réduction au prisme européen par l'écrivain algérien commencerait peut-être par le contrôle de son nom, de la manière dont on est appelé et de la manière dont on est représenté dans le monde occidental. Je vous remercie. Peut-être vous voulez... Je vais terminer avec juste quelques mots pour vous dire qu'au-delà des similitudes techniques et textuelles que je vous ai brièvement présentées tout à l'heure, pour lire et comprendre le texte de Boualem Sansal 2084, il faut absolument le soumettre à une double lecture pour laisser transparaître en fait toute l'ironie de Voltaire. Parce que si, encore une fois, nous lisons le texte de Boualem Sansal au premier degré, nous ne le comprendrons pas tout de suite et nous ne saurons pas voir l'idéologie et toute l'ironie que Voltaire a pu en son temps avoir et déployer pour combattre l'infâme, comme il appelait si bien. Et en définitive, j'aimerais dire qu'à travers 2084, le roman de Boualem Sansal, l'ironie voltairienne réussit indirectement, parfait et de manière imparfaite,
à traverser les époques et à résister au temps. Et c'est en cela... Excusez-moi. Et c'est en cela, en fait, que je trouve très pertinent de comparer Boualem Sansal, finalement, à Voltaire, parce que d'un point de vue idéologique, d'un point de vue textuel, dans les idées et dans les combats que tous les deux mènent, l'idée de lutter contre l'infâme, l'intolérance religieuse est bien présente chez les deux auteurs. Et encore une fois, la partie technique que je vous ai présentée était un peu difficile à digérer, mais je pense et je vous invite à lire 2084 de Boualem Sansal et à user d'une double lecture. Et je vous promets que vous verrez du Voltaire et toute son ironie à l'intérieur. Merci.